Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans le grand rendez-vous, vous aurez un programme bien achalandé pour vous tenir en haleine. Durant ces 1h30 d'émission, nous espérons que vous allez prendre du plaisir en notre compagnie. Démarrons sans plus tarder avec la météo de demain. Voilà, la carte postale ce soir atterrit dans la commune de Zéanado, plus précisément dans le département du Zou. Eh bien, nous saluons toutes les populations du Zou. Merci de toujours nous suivre. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Machel Gbetoro reçoit pour vous, chers téléspectateurs, un biologiste qualiticien. Il faut mettre l'accent sur la qualité des jus produits. On en parle dans le monde agricole. La maladie de l'hémophilie est dangereuse et peut tuer. Faire le dépistage et organiser des journées de sensibilisation, c'est nécessaire pour prévenir le mal, nature et bien-être. Il reviendra. Nous sommes mercredi et c'est le jour du coach, ça vous le savez. Le rêve est permis et tout le monde a le droit de rêver. Marcel Lefon nous dit qu'il faut rêver grand. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la femme digitale. Autant savoir s'intéresse au rôle et aux opportunités que les femmes du secteur numérique ont. On en parle donc dans un instant. Restez avec nous surtout. Et rassurez-vous, le rendez-vous du journal ne sera pas manqué, n'est-ce pas, Nadia Soni? Bonsoir. Bonsoir, Agnette Bello. Comment vous allez? Très bien ce soir, Agnette. D'accord, nous vous laissons pour la présentation des titres et on se retrouve tout juste après. Le 19h45 ce soir s'intéresse à la gestion du temps. Quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer dans notre quotidien pour faire du temps son allié? Vous aurez la réponse à 19h45. Attention aux pesticides, ils sont nuisibles à la santé. Les paysans et agriculteurs le savent et sont de plus en plus tournés vers les alternatives pour une culture bio. On finira cette édition par la culture en abordant le concept de l'art au service du social. Merci à vous, Nadia Soni. On a hâte de vous retrouver à 19h45. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Autant savoir. Voilà, comme annoncé à l'entame de cette émission, Autant savoir s'intéresse à la femme digitale. Mais on suit d'abord ce reportage de Fulgencia Routondi sur les métiers du numérique. Un smartphone, un ordinateur, une tablette et une connexion Internet suffisent pour faire carrière dans le numérique. Chaque année, de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers sont créés. Ce domaine est devenu un véritable vecteur d'emploi. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez gérer votre entreprise avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. C'est possible aujourd'hui que vous puissiez vivre de votre passion tout en étant assis dans votre fauteuil ou sur votre lit. 80%
formés de mes participants en Community Business Manager ont trouvé du travail. Et je vous dis, il y a les grands opérateurs, il y a les concessionnaires ici au Bénin qui recrutent des Community Business Management. Aujourd'hui, le mobile, surtout les smartphones, se sont démocratisés. Donc, il faut leur proposer aujourd'hui des services qui puissent leur faciliter la vie, qui puissent les aider dans leur business, dans leurs activités quotidiennes. Grâce aux réseaux sociaux, les acteurs du domaine deviennent incontournables dans le secteur du digital. Pour communiquer sur leurs produits, plusieurs entreprises et même des particuliers ont compris l'utilité de se vendre sur le net pour mieux rivaliser avec la concurrence. En réalité, on fait de la veille technologique au niveau du Community Business Management. On peut savoir vendre le candidat, on peut savoir réellement hausser le niveau d'un produit pour pouvoir devenir un produit de marque, un produit excellent. Donc, un community manager qui n'est pas bien formé va pouvoir créer au fait d'incidents pour la marque. Et donc, si par exemple votre passion consiste à découvrir les coins les plus exotiques du monde, vous imaginez bien qu'à force de découvrir, à force de faire découvrir aux gens, à force d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent, des followers ou des abonnés, si c'est une chaîne YouTube, vous pouvez négocier avec des hôtels ou avec des endroits exotiques pour faire leur promotion, faire leur publicité. Que vous avez de bonnes idées que vous proposez à vos clients, donc c'est un métier prometteur et qui vous promet quand même des revenus substantiels pour vous épanouir. Le numérique est un secteur en pleine expansion. La création de nouvelles solutions et applications participe à la révolution du secteur. Innover dans ce domaine serait un atout majeur pour se faire un nom et devenir une personne de référence les années à venir. Alors, ce soir, sur Autant Savoir, nous recevons une femme digitale. Il s'agit de Barkatou Sabiboun Adamou. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Et donc, avec vous, on s'intéresse aux opportunités qu'ont les femmes digitales. Déjà, moi, j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur la femme digitale aujourd'hui. Pour vous, c'est qui? Pour moi, la femme digitale, c'est cette femme-là qui a appris un métier, qu'il soit technique ou non, et qui le pratique. Soit qui utilise le digital pour accélérer son activité, ou encore qui conçoit en fait les différents outils du domaine du digital. Identique pour l'homme digital, c'est celui-là qui travaille dans le digital, qui conçoit ou qui utilise pour les besoins de son activité. D'accord. Alors, dans le reportage de Fulgencia Rotondi, eh bien, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de métiers au niveau du numérique, mais on constate aussi que les femmes vont beaucoup plus vers le service. Est-ce que cela a toujours été le cas? Il faut dire que non, ça n'a pas toujours été le cas parce que lorsque nous remontons à la genèse de l'informatique, les femmes étaient les initiatrices en fait du métier lui-même. Les femmes, pour ceux qui ne le savent pas, on les appelait les calculatrices et ces femmes-là étaient employées, les calculatrices humaines, ces femmes étaient employées par la NASA, elles étaient une centaine qui en fait faisaient déjà ces calculs-là automatiques qui par la suite en fait ont donné naissance à l'ordinateur. Et il faut dire également que par le passé, dans les années 70, il y avait une égalité, je vais dire du 50-50 quasiment dans les formations donc des élèves ou des étudiants dans ces domaines-là. Mais entre-temps, il y a eu un gros trou en fait qui s'est creusé. Est-ce qu'il s'est creusé tout seul? Est-ce qu'il est dû à plusieurs facteurs exogènes? Je ne saurais le dire. Je ne pense pas qu'on puisse faire le diagnostic maintenant. Mais aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, les femmes, elles ont plus tendance à s'orienter vers les métiers services, vers les métiers utilisateurs plutôt que dans la conception. C'est un constat que nous faisons et que nous déplorons d'ailleurs. D'accord. La chance que nous avons, c'est que vous êtes une femme digitale béninoise, mais vous avez aussi à faire d'autres expériences. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui intéresse autant la femme digitale au niveau des services? Ce qui intéresse la femme, c'est que aujourd'hui le digital, il accélère en fait toutes nos activités. Et donc, les femmes se retrouvent habituellement dans des métiers du front office. Et ces métiers sont les plus influencés par le digital, donc par l'usage du digital. Et donc, une femme qui est dans son commerce,
Elle est plus enclin à utiliser donc des applications qui lui permettent de mettre son business en avant, qui permettent de vendre en fait ses produits et ses services. Cette femme est plus attirée à utiliser donc ce que d'autres ont conçu pour faciliter son quotidien. Donc, je ne vais pas dire que c'est la recherche de la facilité, non, parce que ces femmes, si elles avaient certainement été au contact ou si elles avaient su qu'elles auraient pu concevoir et qu'elles avaient été orientées donc, dans la conception, elles se seraient certainement engagées, elles auraient réussi. C'est sûr. Ce qui est sûr, pour notre plus grand bonheur, il y a quand même des femmes qui s'essayent à la production du contenu. Exactement. Et on se rend compte souvent que leur approche est différente. Vous verrez par exemple une femme codeuse qui va vers des solutions pour améliorer les conditions de vie au niveau de la communauté. Elle s'intéresse peut-être au bien-être de la population. Est-ce qu'on ne ressent pas un peu cette touche féminine-là? Oui, et je ne prends pas cette touche-là négativement. Je trouve d'ailleurs que c'est extraordinaire parce qu'effectivement, lorsque nous parlons de la femme, s'il n'y a pas des femmes qui conçoivent, c'est que le gap du numérique va continuer de se creuser parce que les hommes vont réfléchir des solutions qui les intéressent. Et effectivement, on ressent le travail des femmes. Mais il faut dire, il y en a qui brisent cette barrière-là, qui ne s'arrêtent pas à créer des applications ou à créer ou à concevoir des solutions, je vais dire sociales, qui facilitent le quotidien et tout, mais qui vont plus loin. Donc des femmes le GPS aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui et qui facilite la vie, c'est une femme qui l'a conçu. Donc, il y a des femmes qui brisent cette barrière-là et qui vont vers des créations qui dépassent la limite du social que vous avez évoqué tout à l'heure. Eh bien, on va peut-être faire un peu d'égo trip sur ce plateau, mais bon, c'est encore nous, hein, c'est la journée de la femme digitale, on peut se le permettre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le numérique sans la femme n'aurait pas cette importance-là qu'on lui donne? Bien sûr, et je suis tout à fait d'accord lorsque vous le dites, parce que comme vous avez eu dans votre précédent point à le dire, c'est que les femmes, elles mettent en valeur. Je peux l'appeler ainsi, les femmes mettent en valeur ce qui est conçu. Et donc, même si elles ne se retrouvent pas suffisamment au niveau de la conception, ce sont ces femmes qui utilisent en majorité le résultat de ce que les gens ont conçu. Et ces femmes sont capables de dire, oui, cette solution a répondu à nos besoins ou non, il faut l'ajuster de cette façon ou de cette autre façon. Donc, aujourd'hui, on n'ose pas imaginer, en tout cas, personnellement, je n'ose pas imaginer un monde où les machines sont conçues et que les femmes ne l'utilisent pas. Nous faisons quand même plus de la moitié de la population béninoise et même dans la population mondiale, je crois que nous devons être au moins la moitié. Et donc, si nous n'utilisons pas, ce qui a été conçu aura été conçu pour qui? D'accord, mais on se demande toujours, hein, quand on parle de fracture numérique, on se réfère toujours à ces femmes-là qui sont dans les zones reculées, qui n'ont peut-être pas la même conception du numérique que vous et moi, et qui pourtant peuvent être tout autant impactées par le monde digital. Pour vous, quelle devrait être leur contribution? La contribution de ces femmes, elle est énorme, en ce sens que, vous voyez, elles ne sont pas allées à l'école, mais c'est extraordinaire en fait de voir lorsqu'elles ont accès à l'outil informatique ce qu'elles sont capables de faire. Aujourd'hui, des femmes qui ne savent ni lire ni écrire utilisent les outils du numérique pour faire les transferts d'argent, pour gérer leur business en ligne parce qu'elles savent comment créer leur boutique, comment achalander leur boutique en ligne, comment prendre les commandes en ligne. Et donc, il suffit juste qu'on récupère ces femmes-là et qu'on leur donne un minimum de formation, qu'on renforce leurs capacités et elles deviennent des utilisatrices en fait averties de ces outils-là et qui viennent forcément améliorer leur quotidien. D'accord. L'autre aspect, hein, qu'on parle du monde digital, c'est aussi l'influence. Aujourd'hui, nous avons de grandes femmes influenceuses, nous avons de grandes femmes web activistes qui développent des thématiques. Exactement. Et cette thématique, justement, touche le quotidien de ces femmes-là. Et ces femmes, lorsqu'elles ont accès à ces informations que ces activistes apportent, ça permet de faire avancer la société, ça permet de faire progresser, c'est le mot, de faire progresser la société et de faire progresser nos communautés à la base. Et ces influenceurs, j'aime bien le dire, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et plus de femmes qui réussissent en fait à toucher parce que la femme analyse et va au fond souvent de ces questions sociales et sait mieux les aborder que la plupart des hommes qui sont dans le domaine. Ils s'en sortent bien, mais les femmes, lorsque une question sociale, voilà, l'approche est différente et lorsqu'une femme écoute une autre femme aborder une question sociale, elle se sent plus confortable et donc je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs le succès de ces femmes influenceuses. D'accord, on parlera maintenant en termes de défis. Hein. Quels sont les défis qui attendent la femme digitale d'aujourd'hui?
Le défi, il est grand. La femme digitale béninoise, elle n'est pas sur les plateformes activées par Internet, par exemple, juste pour la population béninoise. Donc, le principal défi, si je me mets juste au niveau de ces influenceurs-là, le principal défi pour la plupart d'entre eux, c'est la barrière de la langue. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos contenus sont français. Il y en a qui s'essayent en anglais, mais leur contenu, la majorité de leurs contenus sont français. Donc, pour atteindre une plus grande cible, il y a cette barrière de la langue-là qu'il faudra passer. Maintenant, en dehors de ça, il faudra quand même qu'on puisse s'assurer chez nous au Bénin qu'on ait davantage de femmes qui exercent ces métiers-là et qui s'intéressent à la chose numérique. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons construire, en fait, bâtir une communauté assez dynamique non seulement d'utilisateurs, mais également de concepteurs. D'accord. La femme et son identité, on la connaît. La femme est toujours aussi rattachée un peu à la tradition. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en allant vers le digital, on ne perde pas cette identité-là? Non. Le digital ne devrait pas nous amener à perdre notre identité. Bien au contraire, le digital devait participer à renforcer notre identité. Et donc, il n'est pas question qu'on considère le digital comme un moyen de dépravation, mais au contraire, un moyen qui nous permet de valoriser ce que nous sommes et de valoriser ce qu'on est. Et donc, ces femmes qui perçoivent cela de cette façon, c'est une erreur et il importe qu'on corrige cette image-là. D'accord. Donc, si vous avez un mot à l'endroit de toutes les femmes du monde digital, ce serait quoi? Alors, mon mot sera d'abord à l'endroit des jeunes filles en leur disant que le domaine du digital, il est ouvert aux femmes, il est ouvert aux jeunes filles et qu'elles ont un grand intérêt à s'investir déjà dans les formations techniques pour pouvoir accéder à ces différents métiers, à ces nombreuses opportunités du secteur. Merci à vous, Barkatou Sabiboun Adamou. Nous rappelons que vous êtes une femme digitale et avec vous, on s'est intéressé aux opportunités qui s'offrent justement aux femmes digitales. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. Autant savoir s'achève donc ainsi. Nous allons passer à présent à une autre rubrique. Nous recevons Machel Betoro et son invité, c'est le monde agricole. Le monde agricole ce soir parle de production de jus. La qualité a bien un prix et ce prix, on va le connaître tout juste après ce reportage. L'industrie agroalimentaire représente de nos jours une source très importante de revenus dans le système alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombreux sont ces jus de fruits que l'on retrouve sur le marché de consommation. Mais de la production à la consommation en passant par la transformation, aucune étape n'est à ignorer. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit fini. Quand on finit d'éplucher, on découpe, ça passe au broyeur, ça va à la presse, on filtre, on passe à la cuisson. Quand on passe à la cuisson, on contrôle la température du jus par un thermomètre. Ça varie entre 60 à 70 degrés. Une fois le produit transformé, les normes à suivre pour sa mise sur le marché de consommation sont connues et spécifiques. Parlant de normes, elles varient selon le type de matière première. La norme utilisée habituellement, c'est celle du Codex Alimentarius, qui peut être adaptée ici par l'ex-ABNOR, devenu Agence nationale de normalisation et de normalisation de métrologie, ANM. Pour chaque type de produit, il y a des spécifications précises. Pour le jus d'ananas, par exemple, il peut être autorisé l'ajout d'une certaine quantité d'eau ou non. Et selon la quantité qui peut être ajoutée, il y a la dénomination qui va pouvoir être changée. Si le consommation local reste la devise des acteurs du secteur agricole, il n'en demeure pas moins que le suivi et le respect des normes dans le processus de transformation doivent être de rigueur. Il s'agit de surveiller ce qu'on appelle les 5e devenus 6e. Nous avons les matières premières déjà, la qualité de ce que nous allons prendre comme matière première. Est-ce qu'elles répondent à ce que nous voulons avoir comme produit fini? Dans quelles conditions nous les acheminons vers l'unité de production? Nous avons le matériel de production. Éviter que le lieu soit susceptible de contaminer le produit. Nous avons la main-d'œuvre, le personnel. Il faut pouvoir le suivre. Il y a un certain nombre de normes, notamment avoir des vestiaires propres, avoir des blouses de travail qui puissent leur permettre de ne pas contaminer avec leurs propres vêtements, des blouses de travail qui doivent nettoyer de façon régulière. Et nous avons enfin le 6e M qui est la mesure.
Pour y parvenir, un accompagnement des acteurs du système de production est attendu. Le souci actuellement avec l'agroalimentaire, c'est que c'est un secteur en pleine expansion qui sera assez difficile à maîtriser. Nous avons une production surtout semi-artisanale. Alors ce sur quoi il faudra mettre l'accent, c'est la formation des différents producteurs, des différents transformateurs. Trouver aussi le moyen de formaliser les différentes entreprises. On n'est plus capable de pouvoir contrôler ce que fait une entreprise formelle qu'une entreprise informelle. Si l'État veut nous aider, qu'il pense vraiment à mettre en place une unité qui va nous fabriquer des emballages. Deuxièmement, il faudrait que le coût des analyses au laboratoire soit diminué. L'État n'a qu'à penser aussi à accompagner les entreprises qui sont déjà sur place. Produire des aliments de bonne qualité pour une sécurité alimentaire saine des consommateurs serait un atout pour le développement de l'agrobusiness au Bénin. Merci à vous, Machel Guettero, pour ce reportage. Machel Guettero, que nous retrouvons encore en plateau. Bonsoir, Machel. Bonsoir, Agnès Vélo. Comment vous allez? À pleine forme. Il y a un peu trop de bleu sur le plateau ce soir. Ah ouais, c'est le bleu qui gagne. Le bleu qui gagne. On reçoit ce soir Nesper, biologiste et qualiticien, Ernest Baguidi. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on parle de production, production de jus. On sait que le sujet vous intéresse et vous interpelle à chaque fois. Merci de répondre encore à ce rendez-vous. C'est moi. Machel Guettero, on peut y aller. Merci beaucoup, Agnès Bello. Bonsoir, amis téléspectateurs. J'espère que la santé y est aussi de votre côté. Alors, ce soir, nous allons quand même aborder la question liée à la production des jus de fruits, surtout en cette période de fête où nous consommons, c'est une période où nous consommons beaucoup de jus de fruits. Nous allons essayer de voir avec notre invité ce soir comment est-ce que ces jus de fruits sont produits et quelles sont les normes à respecter, le suivi qui encadre tout ce processus. Monsieur Ernest Baguidi, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, j'aimerais déjà vous demander si vous-même vous consommez les jus de fruits. Oui, j'en consomme parce que, vous savez, les jus de fruits qui sont naturellement produits nous permettent quand même d'être rassurés et de savoir ce que nous consommons. Et quelle est la qualité, ou bien comment appréciez-vous la qualité des jus de fruits produits au Bénin? Elle n'est pas si mauvaise que ça. Bon, maintenant, quand on va rentrer dans la chaîne de production de manière industrielle, on peut s'interroger. Mais c'est vous dire que les structures qui sont dans la transformation des jus au Bénin, je veux parler des fruits en jus, font d'efforts en tenant compte des moyens rudimentaires. Ce n'est pas produit dans une industrie qui a une grande capacité. C'est des petits artisans qui ont des équipements qui sont fabriqués au plan local, avec les intrants qui sont localement identifiés. Et je crois que si on peut mettre une touche en termes d'amélioration, ça pourra davantage rassurer les consommateurs et leur permettre de tirer profit de leur activité. Mais la touche, c'est déjà de savoir quelles sont les normes qui sont recommandées en matière de production, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, en termes de production, en termes de normalisation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de référentiels qui accompagnent dans la norme la plus globale, c'est cette norme qui parle de la sécurité sanitaire des aliments. Et dans cette norme, vous avez plusieurs compartiments. C'est vrai que c'est le Codex Alimentarius. Parce que dans le reportage, on a eu par exemple 5 compartiments. Oui, tout à fait. C'est dans le processus en fait. Le 5e dont il a parlé, c'est dans le processus. Okay. Mais la norme en elle-même, va au-delà. Okay. Donc, mais chaque produit, chaque fruit qu'on veut, à partir duquel on veut extraire le jus, répond à des spécifications données. Donc, l'ananas, la mangue, et le tamarin, vous savez, ce n'est pas les mêmes fruits. Les normes sont différentes. Et ces normes sont... pas le jus de la même façon. Voilà. Okay. Et là, ça me permet de faire le distinguo entre les jus de fruits et les sirops. Oui. Ok. D'accord. Ici, nous sommes dans le cas des jus de fruits. Et il y a des organismes qui se chargent de mettre à disposition ces normes-là. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a souffert de ça, puisque l'élaboration d'une norme, c'est tout un processus. Si. Ce qui fait que pendant longtemps, au niveau de l'organisme de normalisation, c'était un peu réduit. Mais
ils ont trouvé une approche. Avant de revenir au niveau des organismes qui interviennent dans ce processus, est-ce qu'au Bénin ici, dans le système de production, de transformation agroalimentaire, est-ce que ces normes sont respectées? Oui, bon, elles existent d'abord, oui, il y en a. Il y a beaucoup de normes aujourd'hui disponibles. Maintenant, est-ce que c'est respecté? C'est encore un autre problème. Encore que, parce qu'une norme, c'est des exigences. Okay. Voilà, et c'est au niveau des exigences que le problème se pose. Si on vous dit d'utiliser une quantité d'un produit donné et vous n'avez pas l'instrument de mesure qu'il faut, quand on vous dit de chauffer à une température donnée et vous n'êtes pas sûr de pouvoir mesurer cette température pendant le temps déterminé, vous n'êtes pas dans la norme. Mais puisqu'on y est, pourquoi on ne revient pas sur quelques normes dans le processus? Non, si je parle de la norme sur HACCP, par exemple, qui parle de la sécurité sanitaire des aliments, qu'on doit utiliser, c'est là, mais je veux dire que c'est une norme dans une norme. Okay. Il peut avoir une norme, une procédure, la norme c'est seulement une procédure pour avoir des jus de fruits. Mais dans cette procédure, vous devez avoir d'autres normes parallèles qui vont intervenir. Une norme sur la météorologie, une norme sur l'hygiène. Donc, ce n'est pas une unité de mesure qu'on peut apprécier comme ça, non? Non, oui, je veux dire, la norme, si on dit 5 mm, 5 grammes, 5 litres, c'est quand même des instruments de mesure qui sont très précis. Et ça fait appel à une autre norme. L'hygiène dans le milieu de production, ça fait appel à une autre norme. Donc c'est tout ça là que vous mettez ensemble pour sortir le produit maintenant. Okay. Si à l'intermédiaire, il y a un seul maillon qui ne fonctionne pas, vous êtes dans la non-conformité. D'accord. Voilà. Alors comme vous le dites, on aurait bien aimé qu'il y ait une norme globale sur laquelle on peut s'appuyer et que tous les artisans reconnaissent, puisque aujourd'hui on veut exporter le produit à l'international. Il faudrait une forme de certification sur laquelle tout le monde s'entend. Non, ce que je dis c'est quand même, oui, il y a une norme quand même qui est transversale. Je vais parler de la norme ISO 9001 qui est une norme de management de la qualité, dans sa globalité. Elle vous permet de mettre en place le système qualité. Deuxième chose, je prends l'ananas. Il y a une norme pour la production de l'ananas d'abord. Il y a une norme sur l'extraction du jus d'ananas. On a une norme sur le beurre de karité. Et ainsi de suite. Maintenant, le gros problème que vous avez posé, et là je suis d'accord, est-ce que ces normes sont suffisamment respectées pour que nos produits soient traçables? Oui, dans une certaine mesure, mais plus ou moins dans d'autres. Et c'est ce travail-là que nous devons faire. Parce que pour exporter, sensibiliser et accompagner. Parce que pour que le produit soit vraiment accessible, compétitif, mais vous ne pouvez pas exporter n'importe quel produit. Vous savez que notre ananas a été déclassé plusieurs fois déjà. Mais est-ce que le Bénin dispose de laboratoires nécessaires pour l'analyse et la certification de ces produits? Oui, là, vous plantez à nouveau le décor. Si notre pays rêve de booster la transformation de nos fruits, de nos produits à l'interne, la démarche avait déjà commencé. C'est là la validation de la politique qualité. Deuxième chose, il faut mettre en place ce qu'on appelle l'infrastructure qualité, qui compose la métrologie et les organismes d'évaluation de conformité, que sont les labos, l'inspection, aussi les organismes de certification. Parce que quand vous parlez de normes, les produits doivent être certifiés. Bien sûr. C'est un organisme qui va les certifier. Maintenant, l'organisme d'évaluation qui est le labo, on en a aujourd'hui. Et je crois qu'un effort se fait. Parce qu'il faut que ce organisme-là soit accrédité avant de pouvoir certifier les produits. Donc, c'est le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Les transformateurs ont assez? Je crois qu'un effort, comme je l'ai dit, est en train de faire, puisque tout récemment, il y a un projet belge qui a accompagné un groupe d'entreprises à faire certifier leurs produits. Et le labo aussi est en train de diminuer le prix de ces produits aussi, pour les analyses, pour que ce soit accessible aux transformateurs. Mais il faut reconnaître que le labo a semblé dormir un peu, simplement parce que il faut que même se conforme avant de commencer par faire la publicité. Sinon, si vous ne voulez pas accréditer, vous qualifiez un produit et on va vouloir l'exporter, mais on va le retourner parce que... Alors, moi, ce que je veux demander rapidement avant de terminer, est-ce que après certification du produit qui est passé en temps par le laboratoire, le suivi, parce que ce n'est pas souvent la grande quantité commerciale qui est
qui vient au niveau du laboratoire. C'est peut-être un échantillon, mais le reste de la quantité de produits à commercialiser, comment est-ce que le suivi est fait? Non, il y a une technique en la matière. D'abord, pour aller dans l'unité de production, il y a des techniques de prélèvement qu'on utilise. Parce que le producteur, il peut ne pas être très honnête. Maintenant, il y a aussi la surveillance du marché. Et c'est là où l'inspection fonctionne. Donc, le corps d'inspecteur descend et utilise la même technique de sondage pour faire des prélèvements qu'on retrouve là-bas pour voir si ce qu'on a déclaré pour certifier le produit est toujours respecté. Si ce n'est pas fait, on déclare le produit non conforme et ils reprennent le processus. De toutes les façons, merci beaucoup à vous, M. Ernest Baguidi. C'est vrai que j'ai bousculé un peu votre agenda, mais merci de répondre à l'invitation. Également à vous, chers téléspectateurs, je dis merci beaucoup. Nous avons assez compris beaucoup de choses à travers cet entretien. On va peut-être revenir une prochaine fois pour d'éventuels détails sur la question. Agnès Bello, merci beaucoup. Merci à vous, Machel Guettoro. C'est terminé pour le monde agricole. Nous passons à présent à la rubrique expert. Voilà, donc notre séance coach va démarrer avec notre coach motivateur maison, Marcel Effon. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Merci de nous rejoindre. Merci, et c'est un plaisir quand même d'être avec vous sur ce plateau, et comme on a l'habitude de le faire. Alors, ce sont on rêve grand? Oui, aujourd'hui, on rêve grand. Ce sont on rêve grand, on rêve fou, on redevient enfant simplement. J'aime bien quand vous dites on redevient enfant, parce que c'est souvent quand on est enfant, on a la tête dans les nuages, on rêve beaucoup. Mais est-ce qu'un adulte rêve toujours? Oui, c'est ce qu'on a raté. Je vais planter d'ailleurs les décors par là. Quand on était enfant, aucun enfant n'était médiocre. Quand on était enfant, tous les enfants voudraient devenir des présidents de la République, voudraient devenir des pilotes, voudraient être propriétaires de très grandes entreprises, des astronautes. Alors, des enfants voudraient être des choses, sauf que être des gens médiocres. Et c'est le départ, en fait, de toute grande réalisation. Avoir la folie des grandes choses, avoir envie de faire des choses, mais qu'on dit, mais tiens, c'est inimaginable. Et c'est là même que commence la chose. Mais malheureusement, à cause de 3 choses que je vais citer, la peur de l'échec, la peur des candidatons, et également la peur de la réussite, alors les adultes ont arrêté de rêver. Et par conséquent, ils sont devenus des gens qui ne bougent pas, ils sont fermés dans des boîtes et ils vivent une vie parfois médiocre, quand bien même beaucoup parmi nous sont des talents. Alors, aujourd'hui, nous parlons de rêver grand parce que quand vous observez dans nos environnements, la plupart du temps, quand je parle des environnements, lorsque tu rentres dans un continent, tu rentres dans un pays, les gens réfléchissent, parlent et agissent à partir en fait de la façon dont ils pensent. Et quand tu changes de continent, tu changes de pays, tu changes de paradigme. Et les choses marchent ailleurs parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire mieux, qu'ils peuvent faire grand. Et ils ont envie en fait de toucher le ciel, même quand ils n'arrivent pas, ils se retrouvent dans les nuages. Mais par contre, il y a des environnements où les gens pensent que tout est gâté, plus rien n'est possible et ils sclérosent. Alors, dans de la faiblesse, ils deviennent des gens médiocres sans plus jamais retourner au rêve de l'enfance, comme je venais de le dire. Alors, Marcel Effon, vous connaissez cette expression-là qui dit avoir les pieds sur terre. On le dit beaucoup sous nos cieux et c'est peut-être ça qui nous limite aussi. Oui, mais il ne sert à rien d'avoir les pieds sur terre lorsque votre situation n'est pas rose, lorsque votre situation n'est pas meilleure. Je dis, lorsque vous n'êtes pas un grand succès, lorsque vous n'êtes pas un champion, alors vous n'avez plus rien à perdre, vous avez déjà tout perdu. Vous imaginez, vous êtes dans un environnement où vous n'arrivez pas à satisfaire vos 5 besoins fondamentaux et vous restez là à réfléchir à longueur de journée, mais vous avez déjà tout perdu. Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre des risques et dire, moi je vais acheter un avion en sachant bien sûr que si vous ne réussissez pas à acheter un avion, que vous achèterez tout au moins un jour une voiture pour tout au moins quitter le niveau de celui qui va à pied. Marcel Effon, vous me faites sourire parce que les grands-parents disent souvent que quand vous êtes par terre, vous ne pouvez plus tomber. Oui. Et je crois que ce concept... Oui, absolument. Oui, les gens ont peur en fait de démarrer des choses parce qu'ils ne veulent pas échouer. Les gens ont peur en fait de rêver gros parce qu'ils ont peur lorsqu'ils vont dire « moi je vais réaliser ça, je vais faire ça ». Les gens vont entendre et quand ils ne le feront pas, alors ils auront honte. Alors, simplement parce qu'on a honte en fait de ne pas échouer, on ne veut pas rêver gros, on ne veut pas démarrer quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous rassurer, la meilleure manière de réussir dans la vie, ou alors
d'utiliser ces talents, c'est de commencer à rêver. Et le jour où vous commencez à rêver, vous savez ce qui se passe? Vous arrêtez de dormir. 24 heures pour vous devient 1 heure de temps parce que vous avez 1000 choses à faire à la fois. Et en le faisant, vous vous rendez compte que vous acquérez alors de l'expérience. Et quand on a de l'expérience, on est content parce qu'on pense en fait que pour soi, les choses marchent. Et celui qui a réussi en partant de zéro pour satisfaire ses besoins fondamentaux, il aura le courage alors de créer du luxe dans sa vie. Et en créant du luxe dans sa vie, il va vouloir alors changer le monde. Et quand on commence à rêver, changer le monde, on devient champion, on ne raisonne plus de la même manière que les autres. D'accord, mais est-ce que tout le monde peut rêver grand? Tout le monde peut rêver grand à une condition, que tout le monde soit prêt à accepter les critiques, la peur de la critique ou la peur de l'échec, que tout le monde soit prêt à dépasser l'état d'esprit qui dit que lorsque vous avez échoué, vous avez engagé quelque chose et que vous n'avez pas réussi, que vous êtes quelqu'un de nul. Non. Lorsque vous avez échoué pour quelque chose ou vous avez démarré quelque chose sur lequel vous n'avez pas réussi, ça veut dire simplement que vous venez de voir alors le niveau auquel vous êtes. Et vous devez reprendre jusqu'à percer ce plafond. Troisième chose, il faut que tout le monde soit prêt à assumer en fait le principe du succès. Le succès veut que vous vous retrouvez en haut. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « je ne veux pas réussir parce que je ne veux pas en fait accéder à de très grandes richesses parce que lorsque vous êtes riche, vous n'avez pas la paix. » Mais imaginez simplement, lorsque vous devenez immensement riche, vous pouvez empêcher quand même beaucoup de milliers de personnes de mourir de faim, de mourir de paludisme, de mourir de très petites choses qui sont banales. Mais le bon Dieu même est en train de jubiler pour vous parce que vous avez rêvé gros et vous êtes devenu quelqu'un de prospère. Rien que pour ça, j'imagine, si Dieu vous bénit, si Dieu qui vous a créé, qui a créé le monde, est content de vous, alors s'il y a des individus quelque part, encore moins, dans votre village que vous pensez qu'il y a des sorciers qui ne sont pas contents de vous, pensez simplement que Dieu est content parce que vous changez la vie des gens. D'accord. À l'entame, vous avez parlé du candidaton et c'est vrai que le candidaton est une pesanteur sociale dont beaucoup tiennent compte ici. Est-ce qu'on peut s'en départir? On peut s'en départir, mais il faut créer en fait son environnement. Il faut créer son monde. Quand je rencontre les gens, ils disent « mais Marcel, reviens sur Terre. Marcel, mais tu es trop loin là. » J'ai dit « mais pourquoi vous voulez que je revienne sur Terre ?» Moi, je crée mon monde, je crée mon environnement, je choisis des gens que je dois rencontrer, je choisis ce que je dois entendre, ce que je dois voir, ce que je dois vivre. Pourquoi vous voulez que je vive selon ce que mon environnement veut? Alors, on peut bien sûr, malgré l'environnement, malgré la situation que vous traversez, on peut changer les donnes, mais en décidant d'être autre personne, en décidant, pourquoi pas, de ramer à compte courant, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Vous savez, lorsque vous ramez à compte courant, vous devenez la vedette. Et quand vous allez à un championnat, celui qu'on regarde, c'est celui qui ne court pas de la même manière que tout le monde. Et c'est lui qui va arracher le trophée. Alors on peut bien sûr rêver, tout le monde peut rêver, sauf que tout le monde n'est pas prêt à payer le prix, à être différent dans un environnement où tout le monde marche peut-être sur les pieds, à rester quelque part où les gens ne sont pas contents de vous. Vous le voyez dans nos environnements, lorsque quelqu'un commence à parler ou à faire quelque chose que personne n'a jamais fait, tout le monde crie parce qu'il bouscule les habitudes. Il n'est pas d'accord que les choses se passent de la même manière. Après, si la personne a le courage de foncer, d'avancer, à un moment donné, vous voyez la lumière naître sous ses yeux. Et c'est de cela. On devrait pouvoir rêver. Et comme le disent les philosophes, malheur à qui n'a plus rien à désirer. D'accord. Mais bon, il ne faudrait quand même pas avoir non plus la folie des grandeurs, n'est-ce pas? Oui, naturellement, il ne faut pas avoir la folie. Il faut être réaliste. Je viens de le dire tout à l'heure, il faut être réaliste. Tout bon rêveur devait être capable de commencer petit. Et quand il dit commencer petit, vous voulez acheter un avion, d'accord, mais il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut avoir de l'expérience. Il faut gagner la confiance alors des hommes d'affaires ou des banques qui devraient vous permettre de lever des financements pour investir dans des projets qui vous permettent de devenir propriétaire d'un jet privé un jour. Oui, il faut rêver gros, mais être prêt à commencer petit. Et c'est là où je demande aux gens, il ne sert à rien d'être modeste, il ne sert à rien de dire « moi je vis dans une famille où il n'y a rien, il n'y a pas de conditions qui soient créées pour moi dès le départ. » Sinon, regardez les champions, ils ont toujours une histoire drôle. Quand on leur demande de prendre le micro, quand ils commencent à parler, les gens coulent des larmes parce que des gens se retrouvent en eux. Les gens se disent « mais tiens, je ne pouvais pas imaginer qu'il a vécu des choses que moi aussi je vis. » Alors c'est la raison pour laquelle il faut rêver gros, mais être prêt à commencer petit. Et chaque fois que vous faites des pas, chaque fois que vous bougez, que vous jubilez, que vous avez des indicateurs de performance qui vous disent « mais tiens, oui, tu es sur la bonne voie. » Et quand vous échouez aussi, il faut dire quelle est la leçon à prendre. Parce que les grands rêveurs, les grands champions,
Quand ils se cassent la figure, ils retournent chez eux, ils apprennent la leçon parce que le prix à payer à chaque fois que vous voulez avoir un gros rêve, c'est d'être prêt à retourner sur vos pas jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Oui, mais Marcel Efon, après avoir été brisé par des difficultés à chaque fois, ce n'est pas toujours évident de se remettre à rêver. Et c'est là où le jeu est beau à jouer. Le pied cassé, vous n'avez pas le choix de le bander et de vous remettre sur le ring. Non, si vous voulez être champion, vous devez perdre. Le premier principe du succès, c'est l'échec. Je dis aux gens, combien de fois avez-vous échoué cette semaine? Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Oui, tes échecs me montrent en fait que tu rêves gros, que tu as envie de dépasser le niveau auquel tu es. Alors naturellement, lorsqu'un enfant veut quitter les 4 pattes pour aller à 2 pieds, qu'est-ce qui se passe? Il tombe plusieurs fois. Mais c'est à ce prix nous marchons droit. C'est à ce prix on peut courir. Et quand l'enfant commence à courir, à marcher, il veut courir. Quand il commence à courir, alors il mélange les pieds, il tombe. Mais c'est à ce prix alors il devient bon coureur, un champion dans la course. Et c'est la même chose qui se produit lorsque vous voulez devenir champion de la vie. Lorsque vous voulez réussir des choses grandes. Il n'y a pas de succès sans échec. Et les échecs préparent les grands succès. Et quand vous n'en avez pas alors sur votre parcours, posez-vous la question si vous avez de gros rêves. D'accord, mais Marcel Efon, il faudrait aussi dire aux gens comment recommencer à rêver. Comment recommencer à rêver? Comme je le dis aux gens, il faut commencer à faire du sport. C'est automatique. Je le dirai autant que c'est possible. Quand vous n'arrivez pas à faire du sport, vous avez tout perdu. Il y a des gens qui sont nés talents, mais qui vont mourir très pauvres, très malheureux parce qu'ils ne savent pas d'abord se conditionner au point de vue physique. Quel que soit le talent que vous avez, quel que soit le succès que vous avez connu, maintenant ou dans le passé, il faut vous mettre sur le ring physiquement parlant parce que vous solliciterez vos muscles, vous solliciterez vos neurones, vous solliciterez tout ce que vous avez de physique pour accomplir ce rêve. Donc, quand vous êtes au carreau, quand tout est perdu, quand vous ne savez pas où commencer, commencez à faire le sport, vous allez voir, c'est extraordinaire. Le génie recommence à naître. L'envie de devenir autre personne commence à naître sous vos regards. Et ce n'est pas ailleurs, justement. Je dis aux gens, le bon Dieu est en vous. Il n'est pas à côté. Et quand il est en vous, quand votre niveau de connaissance arrive à ce point où vous pouvez vous auto-coacher en partant simplement de l'activité physique pour démarrer quelque chose de grand, il faut savoir que vous êtes devenu spirituellement très fort parce que le Dieu quitte en haut, il quitte à côté, il rentre en vous et vous le devenez, vous réalisez du merveille. Alors avec vous, Marcel Efon, on veut bien rêver, mais rêver aussi, ça a un prix. Oui, rêver, ça a un prix, heureusement, mais aujourd'hui, on a la chance. Lorsque dans votre village, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas quelqu'un qui vous fait rêver, il faut juste aller devant votre écran de télévision, vous allez voir la star ou le champion de New York tout de suite. Donc cette vie va vous plaire, il va devenir votre modèle, votre mentor, et vous allez commencer à rêver avec lui. Comme je le dis, partout où vous vivez, dans votre environnement, n'importe où, vous pouvez choisir vos modèles. Tout à l'heure, je venais de recevoir une internaute qui est en Europe, qui m'écrit « Marcel, je voudrais être éditeur de ton premier livre ». Je dis alors, les milliers que j'en ai dans mon ordinateur, lorsque je vous entends, lorsque je vous vois me motiver, me mettre de la pression, je dis, Marcel, il est temps quand même que tu écrives et que tu publies tes livres. Alors j'ai commencé à faire ce travail qui va être alors le premier résultat de cette motivation, de ce rêve dans les jours à venir. C'est pour vous dire en fait, il faut parfois regarder autour de soi. Ce n'est pas loin. Et la vie est tellement belle, la vie est tellement simple, mais vous faites des cadeaux tous les jours. Il ne faut pas chercher loin. Regardez autour de vous, regardez au-dedans de vous. Et quand vous n'arrivez pas à regarder au-dedans de vous, allez courir un peu. Sortez de vos boîtes. Alors quand on court, c'est sûr, il y a le paysage aussi qui peut nous inspirer. Beaucoup de choses inspirent. Il y a des gens qui vivent dans des boîtes partout. Dans leur voiture, ils sont dans une boîte. Quand ils rentrent à la maison, ils sont dans une boîte. Au bureau, ils sont dans une boîte. Le soir, ils s'en vont prendre un pot dans une boîte et ils vivent dans une boîte. On ne peut pas rêver dans une boîte. Quand vous avez l'impression que ça ne va pas, sortez un peu, faites du n'importe quoi, vous allez voir, le génie va renaître en vous et puis vous allez rêver gros. D'accord, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour terminer cette rubrique, mais j'aimerais quand même qu'on lève l'équivoque. Il y en a qui confondent rêve et envie parfois. Oui, naturellement, tout rêve sur lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est en 30 secondes, Marcel, les femmes me font oui, tout rêve alors qui ne peut pas être démultipliant de petites étapes devient de l'envie.
Tout le monde a envie de voyager avec son propre avion un jour, mais il y en a très peu qui réussissent à le réaliser parce qu'ils ne réussissent pas effectivement à le rendre en de petites étapes. Merci. Les vrais rêves commencent par de petites choses et après, ça devient grand. Si vous ne pouvez pas le faire ainsi, alors votre rêve reste une envie jusqu'au dernier jour de votre vie. Merci Marcel Effon, vous l'avez compris, hein, il faut rêver grand, mesdames et messieurs, mais il y a plein d'astuces pour rêver grand. Nous espérons que cette rubrique vous a permis de renouer avec vos rêves. Ce qui est sûr, il faut y aller, il faut continuer de rêver. Nous allons rêver, retrouver Nadège Soni. Non, ça, c'est pas un rêve, hein, c'est bien une réalité. On retrouve tout juste Nadège Soni pour le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Que faire pour bien investir le temps dont on dispose? La réponse dans cette édition. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Faire du social avec de l'art, le concept est de plus en plus expérimenté par les artistes. L'art social sensibilise et éduque les populations. Plus de précisions sur ce concept dans un instant. Le temps n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. C'est l'un des vecteurs clés du développement. De sa bonne gestion et de l'importance qui lui sont accordées dépendent le succès tant sur le plan individuel que national. Comment user de ce temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer dans nos quotidiens pour en faire son allié? Rebecca Adjinakou s'est penchée sur la question. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Et au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé
pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure, et loin de laisser le temps au temps, il est du devoir de tous, jeunes comme adultes, de prendre conscience de l'utilité du temps, de lui reconnaître sa suprématie, d'en faire son allié pour non seulement un développement personnel, mais aussi celui du Bénin. De la gestion du temps à la gestion de l'agriculture, il y a juste un pas. Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Agnamboussou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise. Mais aussi, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. L'art social est un concept expérimenté de nos jours par les artistes. Qu'ils soient peintres, musiciens ou chanteurs, ils sont porteurs de messages. Pour mieux se faire entendre des populations, ces artistes utilisent ce concept pour sensibiliser, mais surtout éduquer la population et faire régner la paix. Mais Chaka Diaro nous donne plus de détails. Il est au micro de Samson Thiaumont et Gloria Oni. Inspiré de la société pour faire de l'art, c'est la procédure, la démarche la plus naturelle dans la mesure où l'artiste lui-même est un produit de la société et il vit dans un environnement qui lui parle au jour le jour. Après, il peut décider de se détacher pour faire des productions un peu plus élevées, mais aujourd'hui, on réalise que l'artiste qui est dans une société en proie à des crises, à des tensions,
et qui est silencieux et dont les productions ne permettent pas à cette société de vivre, de s'épanouir et de se questionner, cet artiste-là n'est pas forcément, on va dire, très patriote et très philanthrope, très orienté vers ce qui pourrait permettre à ceux qui vivent et à ses contemporains d'aller mieux. Et ça, c'est pas bien. Dans leur rôle, n'est-ce pas, d'éveilleurs de conscience, d'éducateurs et de pilules anti-stress, je vais dire, sont des acteurs de premier plan pour l'équilibre de la société et de la communauté. Et dans ce sens, ils ont besoin constamment du soutien de l'État, qui est, en tant que pouvoir public régalien, lui aussi garant de l'équilibre de la société. Et donc, nous sommes une équipe qui fonctionne et autant les artistes devraient aider les pouvoirs publics à se faire entendre et les pouvoirs publics aussi devraient soutenir les artistes dans cet effort de travail sur l'équilibre et la paix sociale. Au Nigeria, 5 nouvelles sous-stations seront mises en place dans la ville d'Abuja au cours des 24 mois à venir. La construction de ces centrales sera possible grâce au projet de transmission dénommé Abuja Feeding Schmidt, dont le coût est estimé à 170 millions de dollars, soit environ 85 milliards de francs CFA. 2 de ces sous-stations auront une capacité de 330 kV et les 3 autres auront une puissance de 132 kV. La concrétisation de ce projet permettra de résoudre les problèmes de transmission électrique dans la ville pour les 20 prochaines années. Le premier laboratoire sur l'intelligence artificielle vient d'être lancé à Accra. Dans ce centre, des travaux de recherche seront effectués pour trouver des solutions à plusieurs problèmes auxquels le continent africain est confronté. Le reportage de Lamine Touré. 1 800 000 personnes touchées par le cyclone Idai uniquement au Mozambique. L'Afrique dispose-t-elle de mécanismes d'alerte bien rodés en matière de changement climatique? La question est sur toutes les lèvres après cette crise humanitaire sans précédent en Afrique australe. C'est dans ce contexte que Google débarque à Accra, au Ghana, pour y installer un laboratoire d'intelligence artificielle. Cette technique de simulation de l'intelligence qui, dans son mode d'action, constitue une réponse en soi pour les défis auxquels le continent est confronté. Le Sénégalais Moustapha Cissé, ancien pensionnaire de l'UGB et l'université Pierre-Marie Curie en France, va conduire les travaux de recherche de ce centre d'excellence. C'est sous forme de questionnement que se résume la feuille de route de ce laboratoire. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour pallier le manque de médecins ou encore dépister le cancer, voire même prévenir les catastrophes naturelles? Une opportunité aussi à saisir pour ce qui est de la formation des scientifiques africains. Ailleurs à Tokyo, Zurich, Montréal, Paris, les laboratoires Google en intelligence artificielle ont permis d'enregistrer des avancées dans la médecine et dans certains secteurs socio-économiques de ces pays. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt. Merci à vous, Nadé Soni. Que retenir de l'actualité sur la toile? C'est tout de suite avec ActuWeb. Adonis Bourou est déjà avec nous. Adonis Bourou qui est l'heureux du jour aujourd'hui. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est son anniversaire, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Adonis Bourou. Merci Agnat, bonsoir Agnat. Comment vous allez? Je vais très bien. On se sent comment? Ah mais attends, vous m'avez pris au dépourvu, donc je n'étais même pas préparé. Vous vieillissez, c'est sûr. Ah oui. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Donc avec vous, on s'intéresse à cette actualité. Eh bien, la communauté catholique est sous le choc depuis lundi. La cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Même si beaucoup de choses ont pu être sauvées, il y a eu aussi beaucoup de pertes. Adonis Bourou. Oui. Un violent incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi 15 avril, entraînant l'effondrement de la flèche. Pour voir si les deux tours ont été sauvés. La question est de savoir comment la structure va résister. Puisqu'il faut signaler qu'il y a des travaux de restructuration qui étaient entamés au niveau de la cathédrale. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la cathédrale, ça a été utilisé souvent dans certains extraits de Victor Hugo, aussi dans le bossu de Notre-Dame. Oui. Ce sont des dessins animés qui vous font revivre l'influence. Si. Après cet incendie, le chef de l'État français
a annoncé qu'ils vont rebâtir la cathédrale plus belle encore. Et ils se donnent 5 ans pour y arriver. La cathédrale va renaître de ses cendres. La cathédrale, oui. Vu les images, nous voyons d'abord la cathédrale avant l'incendie et après l'incendie. Oui. Le président Emmanuel Macron, cette cathédrale, Notre-Dame, nous la rebâtirons tous ensemble. C'est une part de notre destin français. Je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée et bien au-delà de notre frontière. D'accord. Et cette souscription nationale a augmenté aujourd'hui. Nous sommes à des chiffres fabuleux, 800 millions d'euros. Oui, 800 millions d'euros, comme vous l'avez dit. L'incendie a provoqué un élan de solidarité sans précédent. D'Apple à la Banque Centrale Européenne, par des millions d'anonymes. Il faut retenir que ce sont des promesses de dons pour rebâtir l'immeuble qui ont été chiffrés actuellement à 800 millions d'euros. Ça peut encore évoluer demain matin. Et beaucoup de sites ont été mis à contribution afin de recueillir les dons. Comme donateur, nous pouvons évoquer la famille Arnaud à la tête de LVMH, 200 millions d'euros pour la reconstruction. Pour une seule famille, c'est sûr. Ensuite, nous avons la famille Pinault qui annonce aussi 100 millions d'euros. La famille aussi Bettencourt aussi a annoncé ses dons. De L'Oréal, voilà. On connaît. Aussi Martin Bouygues, 10 millions d'euros. La mairie de Paris et autres communautés anonymes ont annoncé vouloir s'engager dans la reconstruction de cette cathédrale qui est aussi en même temps un lieu touristique pour la France, pour beaucoup de chrétiens catholiques qui vont là-bas afin de découvrir certaines œuvres, certaines structures architecturales. D'accord, c'est sûr que le tourisme à Paris aussi passe par la cathédrale. Oui, oui. Maintenant, il faut souligner que entendre 800 millions d'euros pour reconstruire la cathédrale, ça fait tic. Certains commentaires, certaines personnes ont commenté. On comprend d'abord le titre de C8. Quand je vois tout cet argent que ces gens sont prêts à donner et quand je vois tous ces gens qui crèvent de faim, de leur mot est sidéré par les dons récoltés. D'accord, on comprend sa sidération, mais bon, comprendre aussi les autres. On continue. Oui, avec Baptiste Ménard. Comment ne pas se réjouir de cette formidable mobilisation pour restaurer Notre-Dame de Paris? Mais comment aussi ne pas s'étonner de ne pas avoir ce même élan de solidarité pour des grandes causes, lutte contre la pauvreté, lutte contre le changement climatique. Toujours et on continue avec Gaël Briand. Oui. J'entends qu'on réfléchit à une souscription permettant de réduire 90% des dons pour Notre-Dame de Paris. Pourquoi ne pas laisser l'État assumer la charge dans ce cas? C'est hypocrite. De ce fait, cela veut dire que tous les contribuables participent. Encore une niche fiscale. Il faut souligner que dans le cas des dons, il est envisagé une réduction d'impôts. Ouais. Ah d'accord, donc c'est l'occasion de montrer pas de blanche comme on le dit. Même si certains donateurs sont en train de refuser cette réduction, d'autres vont sauter sur l'occasion et se l'approprier. 800 millions d'euros, on peut changer beaucoup de choses. On peut aller jusqu'à 1000. Ouais. Mais le problème, c'est juste que je partage aussi l'avis de ces personnes-là qui estiment que quand il y a des grandes causes comme le réchauffement climatique, lutte contre la pauvreté et autres, il n'y a pas cet élan de solidarité. Maintenant, contre la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a toutes ces promesses de dons. Bon. Adonis Borou, qu'on le veuille ou pas, la solidarité, elle est personnelle. Oui, chacun le conçoit comme on veut. Mais peut-être, on dit aussi, selon les saintes écritures, quand on récolte, quand on sème pour Dieu, on récolte beaucoup plus. Ouais. Donc, si vous semez 200 millions d'euros, vous aurez peut-être 400 millions d'euros. Ouais, je terminerai par cette anecdote, mais cette parabole, comme on dit, il vaut mieux donner que recevoir. Il vaut mieux donner que recevoir. C'est donc avec votre parabole qu'on... C'est d'un bosseur qui l'a dit. Un bosseur. Un bosseur. Ah, d'accord. Il vaut mieux donner des coups que de recevoir des coups. Adonis Borou, là, vous m'avez eu, hein? Un boxeur, carrément. Ok, d'accord. Je vais bien le connaître, votre boxeur. Ce qui est sûr, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes d'anniversaire avec votre famille. On vous retrouve encore vendredi pour un autre numéro d'ActuWeb. On se dit à la prochaine, mesdames et messieurs. Le grand rendez-vous se poursuit. On fait ensemble le rappel de la météo.
Voilà, mesdames et messieurs, Nature et Bien-être était annoncé sur comment prévenir l'hémophilie, mais il n'a pu tenir faute de disponibilité de notre invité. Mais on peut vous assurer que ce n'est que partie remise. Yasmine Damata nous reviendra sur ce plateau pour en parler. En attendant, nous, on vous dira à la prochaine, mais vous le savez, on ne se sépare pas sans la citation. La citation de ce soir est d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle dit ceci: faites que votre rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Faites que votre rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Merci, mesdames et messieurs, de toujours nous préférer. On se retrouve encore vendredi, si tout va bien. Jeudi, vous retrouvez quelqu'un d'autre. Restez fidèles à votre téléviseur. N'oubliez pas le rendez-vous du grand rendez-vous et vous saurez qui l'animera. En attendant, prenez soin de vous.